Quand je parle de mode de fonctionnement automatique, c'est-à-dire que finalement sur les choix que l'on fait, sur la direction que l'on prend, sur la trajectoire qu'on décide de donner à notre existence, finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les remises en question, pour les prises de recul, pour développer cette capacité de discernement, savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que le système, la société, mon entourage pense que c'est ce mode de fonctionnement-là qui fonctionne. Et moi, ce que j'ai décidé de reprendre les rênes de ma propre existence et de me dire finalement tout ce qu'on m'a appris, toutes les croyances que j'ai construites par l'éducation, par la société, par les médias, etc. Je me suis dit finalement, j'étais pas complètement dans le vrai et il y a une autre réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus belle. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Domam. Dans ce podcast, au-delà de mettre en lumière différentes facettes de la masculinité, j'ai à cœur de continuer à donner la parole à des hommes qui accompagnent d'autres hommes dans leur cheminement personnel. Et c'est le cas de Michael Vasic, qui à travers des retraites et des pratiques comme la respiration holotropique, aide les hommes à se reconnecter à eux-mêmes et à explorer leur propre transformation. Dans cet épisode, Michael nous partage son parcours depuis ses débuts en région parisienne jusqu'à son installation à la campagne où il a découvert une nouvelle manière de vivre plus en phase avec ses aspirations profondes. Ensemble, nous discutons de la manière dont il a appris à explorer ses zones d'ombre, à se libérer de ses conditionnements et à intégrer une forme de spiritualité au quotidien. L'une des thématiques centrales de notre échange est la quête de soi, comment se reconnecter à ses émotions, comprendre son ego et faire la paix avec les parts de nous que l'on a longtemps ignorées. Michael nous invite à réfléchir sur ce processus de connaissance de soi qui passe par l'acceptation de ses vulnérabilités et l'écoute de son intuition. Une conversation qui nous encourage à nous questionner sur notre propre chemin et à envisager de nouvelles manières d'être plus alignés avec nous-mêmes. Bonne écoute. Salut Mika. Salut Loïc. Bienvenue dans Domam. Merci pour ton invitation. Comment tu te sens ? Comment vas-tu ? Écoute, plutôt bien. Une rentrée sur les chapeaux de roue avec la rentrée des enfants qui nous fait du bien aussi, parce que ça nous laisse plus de temps pour nos différentes activités avec ma femme. Plus du temps aussi pour soi et voilà, pas mal d'activités, pas mal de choses à planifier, des retraites à venir. Donc ça va, une rentrée plutôt douce et en même temps j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais voilà, je me sens bien. J'ai commencé à reprendre des petites routines matinales qui me font beaucoup de bien. Voilà, donc histoire d'être en pleine énergie le plus possible tout au long de mes journées. Merci. Moi, plutôt dans une bonne énergie aujourd'hui, malgré un petit souci de santé que je dois gérer en ce moment. Je trouve qu'on vit une période très intéressante, même si elle fait bouger, on va dire. Mais je trouve que c'est une opportunité
de montrer d'autres espaces, de créer d'autres espaces, et en tout cas de continuer de donner la parole à des hommes en chemin. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter. Comment tu te présentes au monde, Mika, toi? Alors, je me présente comme un homme, comme tu l'as dit, qui chemine, voilà, avec beaucoup d'humilité et de conscience, voilà, progressivement au fur et à mesure du temps et de mes expériences. J'ai 41 ans, je viens de région parisienne, donc je d'un milieu modeste, j'ai grandi en région parisienne. Et il y a 4 ans, suite au confinement, j'ai été à Paris pour venir m'installer à la campagne avec ma femme et notre premier fils, l'aîné. On a un deuxième qui est né là en janvier de cette année. Et voilà, un homme qui chemine au gré de différentes explorations. Un job très alimentaire d'un côté sur des fonctions de direction commerciale dans l'informatique et par ailleurs un job, si on peut appeler ça un job, pour moi c'est plus une activité passion qui me fait vibrer, notamment l'organisation, la proposition de retraite et d'ateliers pour permettre à des femmes et des hommes de faire bouger les choses, de retrouver un sentiment d'unité, de paix intérieure, de refaire circuler l'énergie et de travailler aussi sur des émotions refoulées. Donc je dirais que j'ai plusieurs flèches à mon arc aujourd'hui et je suis un homme qui chemine et globalement en paix, ce qui n'était moins le cas il y a quelques années. On va peut-être y venir justement à ton parcours et il me tient à cœur d'homme à homme de continuer à donner la parole à des hommes qui accompagnent des hommes, notamment ce que tu as évoqué. Tu proposes des retraites. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ces retraites, de comment ça t'est venu, toi, qu'est-ce qui a fait que tu proposes ça aujourd'hui? Ça vient d'où? Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est des sujets tellement passionnants que je pourrais y passer un paquet de temps. Mais bon, il y a eu un début de chemin initiatique avec le recul aujourd'hui, du haut de mes 41 ans. J'ai compris en fait mon cheminement, ce que je cherchais en étant dans un état de conscience, on va dire, un peu automatique, un mode de fonctionnement automatique. Notamment quand je suis parti voyager, j'avais fait un congé sabbatique de 3 mois pour partir voyager tout seul en Asie du Sud-Est. Le fait de voyager seul, pour moi, ça a été un vrai challenge parce que j'avais des peurs, ça me renvoyait à des peurs profondes, la peur de la solitude, la peur du regard des autres, la peur de me retrouver à l'autre bout du monde sans connaître personne. Et j'ai compris qu'à travers cette première expérience initiatique, je cherchais avant tout à me redécouvrir moi-même. Quelques années plus tard, je suis parti juste avant le confinement expérimenter une retraite Vipassana, donc une retraite de méditation dans le silence pendant 10 jours en Inde. C'est tombé, je suis rentré 2 mois avant le confinement, donc j'ai eu un petit peu chaud à ce niveau-là. C'était à 2 mois après, je restais bloqué en Inde. Donc je suis parti 3 semaines en laissant ma compagne, ma femme et mon fils à Paris à l'époque. Après il y a eu le confinement et le confinement s'est déroulé chez ma belle-maman à la campagne et donc forte connexion à la nature, une reconnexion à moi, à la méditation aussi, fort de cette expérience Vipassana que j'avais vécue. Beaucoup d'activités en extérieur, du jardinage, voilà, des travaux manuels, choses que je faisais pas forcément en région parisienne en tant que citadin. Et puis petit à petit, je sentais que j'avais encore des choses que j'avais envie de débloquer, j'avais envie d'aller un peu plus loin dans l'exploration de qui j'étais, de mon parcours et puis de ce grand mystère qu'est la vie. Et j'ai commencé à travailler avec des plantes, dans le cadre d'une retraite chamanique, découverte chamanique avec des plantes d'Amérique du Sud. Il y a de ça déjà 3 ans. Et là, ça m'a propulsé vraiment vers une meilleure compréhension de qui j'étais, de tout ce qui se joue en moi, des différentes parties qui constituent l'être humain, aussi bien le corps physique que les corps plus subtils, énergétiques notamment, et la question de la conscience et de l'âme, et aussi sur la compréhension du monde dans lequel on vivait. C'est vrai que j'avais depuis tout jeune beaucoup de questions, je pense comme beaucoup de personnes, des questions existentielles sur quel est ce monde qui nous entoure, pourquoi l'infini de l'univers. C'est avec nos concepts mentaux pour notre mental, c'est trop compliqué, hein.
à concevoir que quelque chose peut être infini. Euh, et, euh, et, euh, et je dirais qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ces espaces-là ont besoin d'être partagés au plus grand nombre de personnes. Et donc, je me suis formé sur différentes pratiques, du coaching, la respiration holotropique, du yoga. Et avec ma femme, on était globalement alignés sur le fait que qu'on avait envie de se lancer dans des retraites. Au départ, ça a commencé par des retraites plutôt classiques autour du yoga et de la méditation. Et finalement, au gré de nos explorations, nos expériences directes et personnelles, on s'est dit, mais en fait, il y a d'autres choses, des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes à faire découvrir au monde, notamment en allant dans des états de conscience élargis, modifiés, comme on dit, pour aller travailler au niveau de l'inconscient. Voilà, parce que au niveau de l'inconscient, il y a beaucoup de choses qui se passent et pour le coup, c'est important d'aller faire le ménage pour comprendre qui on est, nos modes de fonctionnement, nos croyances limitantes sur le monde, nos blocages, nos peurs. Et voilà ce qui m'a amené globalement, en espérant faire assez synthétique, à proposer des retraites seules pour des hommes ou avec ma femme, des retraites mixtes, donc comprenant des femmes et des hommes. Alors je sais plus comment tu l'as évoqué exactement, mais t'as parlé que t'étais dans une sorte de fonctionnement automatique, ou je sais pas comment t'as dit, conscience automatique. C'est-à-dire, c'était quoi ta vie avant? Quand j'étais à Paris, bon, déjà jeune, avec l'éducation, l'école, on va dire qu'on connaît en France, je cherche pas forcément à valoriser le discernement, le libre arbitre. On nous inculque un mode de pensée global, général, et avec ces jeux de comparaison. Donc c'est là aussi que l'ego commence à se construire. Quand je parle de mode de fonctionnement automatique, c'est-à-dire que finalement sur les choix que l'on fait, sur la direction que l'on prend, sur la trajectoire qu'on décide de donner à notre existence, finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les remises en question, pour les prises de recul, pour développer cette capacité de discernement, savoir qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, est-ce que je le fais pour moi, ou est-ce que je le fais parce que le système, la société, mon entourage, mes parents, mes copains pensent que c'est ce mode de fonctionnement-là qui fonctionne, qui marche. Donc voilà, quand je parle de mode de fonctionnement automatique, c'est vraiment pilote automatique, t'es dans ta voiture, t'es en mode pilote automatique et finalement c'est plus toi qui tiens les rênes de la voiture, c'est la voiture qui t'embarque. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de reprendre les rênes de ma propre existence et de me dire finalement tout ce qu'on m'a appris, toutes les croyances que j'ai construites par l'éducation, par la société, par les médias, etc. Je me suis dit finalement, j'étais pas complètement dans le vrai et il y a une autre réalité beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus magique qui se présente à nous. Faut-il encore se donner l'opportunité d'aller fouiller, de déblayer le terrain, comme j'aime bien dire, élaguer le terrain, c'est-à-dire enlever vraiment les mauvaises herbes qu'on a accumulées depuis très très longtemps. Donc voilà, pour répondre synthétiquement à la question. Pas si c'est clair. Si. Et comment t'as appris à te connaître alors? Parce que je sais ce que j'entends. Bien sûr. J'ai appris à me connaître comment? En fait, il y a pas de début et pas de fin. C'est un peu comme l'univers. Il y a pas de début et de fin. C'est comme la vie. Il y a la vie, il y a la mort, mais il y a d'autres choses avant et après. Donc c'est pour répondre à cette question, c'est pas forcément évident, mais comme je te le disais, ce premier voyage initiatique, quand je suis parti, j'ai dit à mes anciens employeurs où j'avais une très bonne situation financière, matérielle, avec un poste assez haut placé. Je leur ai dit, j'ai besoin de partir voyager tout seul, et la plupart de mes collègues ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu gagnes bien ta vie, je comprends pas. Tu vas te retrouver tout seul à l'autre bout du monde, pourquoi faire? Et moi-même, j'avais pas de réponse forcément toute faite à apporter. Je sentais cet appel au fond de moi-même. Je savais pas d'où ça venait, cet appel. J'ai compris avec le temps que c'était mon âme, c'était mon moi profond qui me poussait vers cette voie-là. Donc je pense que ça a vraiment commencé comme ça, parce qu'il y a beaucoup de questions existentielles autour du pourquoi de l'existence, pourquoi la vie, pourquoi le mal, pourquoi le bien, pourquoi je suis là, pourquoi le monde est monde. J'ai lu des bouquins de développement personnel, mais je me suis rendu compte qu'en lisant des bouquins simplement, ça m'aidait pas forcément à comprendre qui j'étais. C'est bien d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, j'avais besoin de vivre des expériences directement par moi-même.
Donc c'est passé par le voyage, donc sortir de sa zone de connaissance et de confort. C'est passé par la méditation, parce que rester 10 heures par jour en méditation en tailleur, pour un homme, beaucoup d'hommes très très raides, rester 1 heure, ne serait-ce que même 10 minutes en tailleur, c'était une torture. Donc appréhender aussi les sensations, qu'elles soient agréables ou non, être à l'écoute de mes sensations physiques, de mes pensées, de mes émotions. Voilà, donc par la méditation et comme je te le disais, avec les expériences chamaniques, avec les plantes, qui nous amènent dans des recoins qu'on ignorait jusqu'alors, notamment aller explorer nos zones d'ombre, parce qu'on en a tous. On a des côtés très lumineux, comme on a tous des zones d'ombre, des ombres obscures, qu'il ne faut absolument pas renier, mais sur lesquelles je pense qu'il faut ramener de la lumière et s'asseoir, et les regarder et faire la paix avec elles en les acceptant. Parce que tout simplement, elles contribuent aussi à la personne que nous sommes à l'instant T. Voilà, et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui vivent de manière automatique sans oser aller regarder ces zones d'ombre parce que ça fait peur. Parce que on peut passer aussi pour quelqu'un de perché ou de mystique, complètement à côté de la plaque. Ce qui compte, c'est le ressenti propre, personnel, l'intuition et les désirs profonds d'aller à la rencontre de soi-même. Donc voilà ce qui me guide et ce qui me drive aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai envie de proposer à mon humble niveau, à notre humble niveau avec Jade, ma femme, des espaces où les personnes vont prendre ce temps-là pour aller regarder à l'intérieur d'elles-mêmes, justement. Oui, il s'y passe quoi dans ces espaces? Beaucoup de choses. J'étais à la base un homme qui n'était pas habitué au câlin. Avec mes parents, on se faisait pas beaucoup de câlins. Enfin, ma maman n'était pas forcément très câlin. Mon papa un peu plus, mais il était pas tout le temps là parce qu'il bossait beaucoup. Avec mes frères et sœurs aussi, beaucoup de pudeur, des tempéraments assez forts. Donc, voilà, on se limitait à quelques bises pour se dire bonjour. Les copains pareil, etc. Et en fait, je pense que c'est en faisant des retraites, en comprenant comment, en voyant que des gens qui se connaissaient depuis à peine 2-3 jours, voire même 2-3 heures, commençaient à se faire des câlins. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas besoin de se connaître depuis des lustres pour finalement créer une connexion avec quelqu'un qui est quasiment inconnu. Et donc, il se passe beaucoup de choses, des câlins, assez rapidement, parce on reste des animaux humains, certes, mais des animaux sociaux qui avons besoin d'amour, qui avons besoin de contact physique, social, de lien. Donc, il y a du lien qui se crée assez rapidement dans ces retraites. Nous, ce qu'on dit avec Jade, c'est qu'on propose pas des retraites au sens bien-être, je mets entre guillemets le bien-être, mais on aime faire bouger les choses. On aime permettre aux gens de faire bouger les choses de l'intérieur, véritablement. Donc, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de libération, notamment au niveau émotionnel, de libération énergétique. Quand je dis libération énergétique, je parle notamment déjà d'évacuer les énergies négatives, mais aussi refaire circuler l'énergie dans le corps. Souvent, l'énergie reste bloquée dans certaines parties du corps en fonction de ce que l'on vit, notamment à travers les traumatismes vécus de l'enfance, à travers les blocages au niveau émotionnel, à travers les contrariétés, le stress, l'anxiété. On vient accumuler de l'énergie négative et en fait, ça vient créer des blocages dans le corps, créer des maladies physiques. Ça peut aussi amener à des accidents, à des traumatismes physiques. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses en termes d'un point de vue libération, circulation énergétique, émotionnelle. Il y a des rires, il y a des pleurs, beaucoup de pleurs. Mais pleurer, attention, c'est une forme de nettoyage aussi. Je pense qu'on est dans une société, on a grandi notamment à l'école ou avec nos parents. Voilà, certains archétypes qui pleurer, c'était pas cool, notamment pour les hommes, qu'il fallait cacher un peu ses émotions. Et je pense qu'au contraire, on était dans le faux et que moi, j'apprends à m'autoriser à pleurer de plus en plus. Donc, dans les retraites, il y a des hommes, des femmes qui pleurent, qui se libèrent. Pleurent parfois de tristesse, mais aussi de joie, de gratitude, parce que finalement, ces personnes reconnectent à quelque chose dont elles s'étaient coupées depuis très longtemps, notamment à l'enfant intérieur. On a tendance à oublier, à mettre de côté, à délaisser. Apprendre à pardonner aussi, à demander pardon et à pardonner à ses parents, à des gens qui ont pu nous faire du mal par le passé. Donc voilà, un gros nettoyage au niveau émotionnel, niveau énergétique, et puis une reconnexion au cœur pur qu'on pouvait avoir quand on était enfant.
J'aime, je sais pas si tu connais Laurent Huguelit, mais Huguelit. Non. Il a écrit un bouquin et bon, il travaille avec la méditation, le chamanisme, après avec les plantes d'Amérique du Sud. Et il a écrit un bouquin, notamment plusieurs bouquins, dont Mère, Mère qui représente la terre-mère qui nous abrite, la terre-mère, la terre tout simplement, pour Pachamama. Et en fait, il canalise une communication, un dialogue en fait avec l'univers, avec la terre-mère, qui lui explique que nous, ces enfants, en tant qu'êtres humains, on doit, en tout cas, on se doit d'œuvrer à retrouver notre cœur pur qu'on avait quand on était enfant. C'est vrai, quand on regarde un enfant s'exprimer, en fait, il s'exprime sans filtre. Il s'en fout du regard des autres. Il pleure, il passe du rire aux larmes en un claquement de doigts. Voilà, il flirte, il danse avec la vie, en fait. Il suit le flot de la vie. Là où, dans la construction de l'être humain adulte, on a tendance à se couper et à vouloir nager à contre-courant, sauf qu'on s'essouffle, donc on tombe malade, on tombe en dépression, on stresse, et parfois dans les pires situations, la mort, tout simplement, qui fait partie aussi de la vie, hein, du cycle de la vie. Donc voilà, donc je pense que on a tous, en tant qu'être humain aujourd'hui, ce devoir de se reconnecter à ce cœur pur, plutôt que de vivre à travers le seul prisme du mental et de l'ego. Voilà, global. Généralement, alors, notamment dans tes retraites hommes, les hommes, ils viennent te voir. Pourquoi? Ils arrivent avec une problématique, une intention, qu'est-ce que tu constates? Ce que je constate, c'est que ces hommes qui viennent me voir ou qui viennent voir d'autres hommes qui proposent ce type d'espace, parce que je suis pas le seul à proposer ça, et c'est tant mieux. Plus on sera nombreux à proposer ça, meilleur sera le monde. En fait, ils viennent de manière assez légère, sans chercher à savoir ce qu'ils vont vivre. C'est-à-dire qu'ils me demandent pas le contenu du programme détaillé de la retraite, et ça, c'est vraiment très appréciable. La chose qui ressort souvent, c'est j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de prendre soin de moi. Je sens que j'ai des choses qui me bloquent. Je sens que j'ai des choses dont j'ai besoin de me débarrasser. J'ai besoin de me reconnecter à ma vraie nature, à qui je suis vraiment. Donc il y a toujours ce besoin de reconnexion à qui l'on est vraiment. C'est comme si finalement on avait passé une bonne partie de notre existence jusqu'à aujourd'hui à jouer des rôles, à faire semblant, à porter des masques. Et en fait, je vois, en tout cas, je sens et je suis témoin de ces hommes qui viennent pour justement faire tomber les masques et se reconnecter à l'amour, tout simplement. Voilà, en faisant la paix avec qui ils sont vraiment, c'est-à-dire à la part de chaque être humain, la vulnérabilité, la sensibilité, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à parler de sujets dont ils n'oseraient peut-être pas parler avec leur famille ou leurs amis. C'est quand même dommage de dire on est entouré d'amis. Alors, pareil, les amis, on peut mettre entre guillemets, on peut questionner la vraie nature de l'amitié qu'on peut entretenir aujourd'hui dans les sociétés modernes. Mais c'est quand même dommage de dire qu'avec nos amis, on va plutôt passer du temps à partir en vacances, à boire de l'alcool, à regarder des matchs de foot, à faire la bringue. C'est sympa. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on grandit, quand on avance dans l'âge, on aspire à autre chose dans les relations amicales, dans les relations à l'autre. Et donc la confiance, le partage, la compassion, l'empathie. Voilà, en tout cas, ce que viennent rechercher ces hommes et ce qu'ils arrivent à trouver dans ces espaces pour hommes, parce que toutes les conditions sont réunies pour que ça se déroule ainsi. Et ils repartent comment? Quelle transformation? T'es témoin de quelle transformation? Ou est-ce que t'as des moments, des pépites? Alors il y a peut-être de la confidentialité dans ce que je te demande là, mais ouais, de quoi t'as été témoin? De beaucoup de libération. Je souris parce que je revois les messages de certains hommes, dont Xavier, qui revient pour la deuxième fois un an plus tard à la retraite d'octobre, qui m'a dit merci Mika, cette retraite m'a permis de reconnecter à qui j'étais vraiment, à me libérer de mes peurs, à m'autoriser à reprendre ma femme et mes enfants dans les bras, à leur faire des câlins, à leur faire des bisous, à reconnecter à l'amour et à ma lumière intérieure. Et c'est marrant parce qu'avec ce fameux Xavier, tout au long de la retraite, il y avait la thématique de la lumière. Quand on tirait un oracle, il y avait de la lumière. Quand on faisait le Bressword, qui voyait beaucoup de lumière alors qu'on a un masque et les yeux fermés.
Donc voilà ce qui est ressorti, notamment pour lui, comme pour beaucoup d'hommes. Mais j'ai bien aimé son témoignage. C'est vraiment se reconnecter à sa lumière intérieure. Voilà ce que retrouvent beaucoup d'hommes. Après, bien évidemment, ce que je dis souvent, le vrai challenge, c'est le retour à la réalité dans le quotidien. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour réussir à me reconnecter à ce que j'ai ressenti pendant cette retraite? On peut pas vivre en retraite toute sa vie, hein, c'est pas la réalité. C'est une parenthèse enchantée qu'on s'accorde pour justement aller travailler. Mais par contre, après, ce que je dis souvent, ces retraites sont là pour vous donner des clés, pour vous donner accès à des choses dont vous étiez coupé. Et charge à vous, dans votre quotidien, à votre retour chez vous, de vous reconnecter à tout ça, par la respiration, par la méditation, par l'alimentation, par l'hygiène de vie de manière générale, par les pensées aussi qu'on va nourrir, par le travail de libération émotionnelle. Voilà, et d'acceptation de la personne que l'on est et du monde dans lequel on est. Voilà ce qui ressort globalement, donc beaucoup de légèreté, beaucoup de gratitude, beaucoup de sérénité. Bon, qui avec le temps, si on travaille pas, si on continue pas de cheminer, a tendance à s'étioler, à s'effriter. C'est normal. C'est pour ça que certains viennent faire une piqûre de rappel aussi en retraite. Ouais. Et comme je dis souvent, ça prend du temps. Quand on a 40 ans, admettons, on a 40 ans, c'est pas en l'espace d'une retraite, dès quelques jours, qu'on va réussir à effacer déjà le passé. On efface pas le passé. On s'en libère, mais on l'efface pas parce qu'il nous a construit. Mais voilà, toutes les croyances limitantes, tous les schémas de pensée, tous les modes de fonctionnement un peu toxiques qu'on avait l'habitude d'avoir, on peut pas les supprimer comme ça du jour au lendemain. Donc je dis souvent qu'il faut de la patience, du travail, donc ça demande du courage et de la confiance. Voilà, tout simplement. Oui, se mettre en chemin, c'est la moitié du taf. L'autre moitié, c'est le chemin d'une vie. Et tu parlais d'ego tout à l'heure. On parle d'homme. T'étais quoi comme genre d'homme auparavant? Je sais qu'on a parlé de frustration en amont de cette interview. Ouais, c'était quoi peut-être tes blocages, tes conditionnements, de quoi tu t'es libéré? Par où commencer? C'est un vaste sujet. C'est ce qui est, je pense, au cœur de la construction de chaque être humain, sans faire forcément une diatribe sur l'ego. J'ai compris ce qu'était l'ego. En tout cas, l'ego a deux faces, la face d'une même pièce. Le côté l'ego sain, utile, nécessaire, qui nous permet d'assurer notre survie, de nous nourrir, de nous alimenter, de travailler, de gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins, d'atteindre des objectifs, de mettre en place des projets personnels, professionnels. Sans ego, on serait bon qu'à vivre dans un monastère et à méditer toute la journée, mais je pense pas que ce soit la volonté de la plupart des êtres humains sur Terre. Et il y a l'ego malsain, en tout cas toxique, qui nous empoisonne un petit peu la vie, qui prend les commandes, qui est aux manettes finalement de notre existence. Et c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure de mode de fonctionnement automatique, souvent on est dans un système de réaction. C'est-à-dire qu'on réagit, on répète les mêmes schémas que par le passé, mais qui sont des schémas qui ne sont pas aidants, qui sont limitants. Et donc j'ai compris assez tardivement que je m'étais construit avec un ego très très présent, trop présent, dont je souhaitais me libérer. En tout cas, j'étais dans une phase, j'étais dans une espèce de courant spirituel, notamment oriental, qui parlait de dissolution de l'ego pour être heureux, en paix. J'ai changé mon fusil d'épaule. Je ne pense pas qu'il faille dissoudre l'ego. Ça peut être dangereux. Je pense que l'ego, comme je disais, a deux versants, deux faces. Faut-il encore savoir quelle partie on souhaite nourrir? Et moi, j'ai décidé de nourrir un ego sain et d'apprendre à amadouer et à écouter l'ego malsain et à le faire gentiment taire. C'est pas lui dire non, tu n'existes pas, je t'ignore, parce que plus on ignore quelque chose, à un moment donné, ça nous revient à la figure. Il y a l'effet boomerang, mais plutôt de l'apprendre à l'écouter, un peu comme un petit enfant qui râle, qui est en colère, qui dit je t'entends, je te vois, j'entends ce que tu me dis, ce que tu partages, mais je ne donnerai pas forcément raison à ce que tu me conseilles de faire. L'ego m'a beaucoup amené à être dans la réaction, c'est-à-dire à vouloir convaincre, à vouloir donner tort à l'autre, à vouloir me comparer aux autres hommes notamment, gagner plus d'argent,
à être un homme plus séduisant, plus beau que d'autres. Notamment, ça se joue beaucoup dans le rapport par rapport aux femmes de manière générale, en tout cas me concernant, notamment pendant quelques années de célibat que j'ai vécu à Paris. Donc voilà, j'étais vraiment très tourné vers l'apparence que je renvoyais à l'autre, l'image, le sentiment, le besoin pressant d'être aimé, d'être reconnu comme quelqu'un de séduisant, comme quelqu'un qui a réussi matériellement, comme quelqu'un qui a du succès avec les femmes, notamment auprès de mes potes. Voilà. Donc je me suis beaucoup construit comme ça. Je pense qu'il y avait ces petits enfants intérieurs qui criaient à l'aide, ou en tout cas qui demandaient que je lui prête plus attention, mais j'ai longtemps ignoré. Et donc je me suis retranché derrière des masques, derrière des armures, derrière des rôles que j'ai joués. Alors, bien évidemment, c'était à refaire, je ferais exactement la même chose parce que c'est ce qui m'a construit. Et de toute façon, on ne change pas le passé, donc je ne rougis pas du tout de ce que j'ai été, au contraire. Mais je suis content aujourd'hui à 41 ans d'avoir pris conscience de tout cela et d'avoir fait la paix avec certaines parties de moi-même, pas encore toutes, parce que comme tu le disais, c'est le cheminement de toute une vie. Voilà, mais en tout cas d'œuvrer à l'acceptation de qui j'étais, du monde dans lequel j'étais, et d'apprendre à ne plus nourrir de polémiques inutiles dans mes relations humaines. Donc d'accepter l'autre comme il est, dans sa différence, même si c'est pas facile, surtout quand ça touche à des gens de sa famille proche, quand ça touche à des amis proches. D'accepter que l'autre me juge par rapport à mon changement, en tout cas à mon évolution personnelle. Donc, et apprendre à observer tout ça de manière objective, sans y apposer d'étiquette ou de jugement. Et le Mickaël d'avant et le Mickaël de maintenant, comment, en termes de ressenti, quelle différence tu vois? Bien sûr, c'est sur du long terme, hein, ce que j'imagine, mais comment tu te sens aujourd'hui par rapport au Mika coincé dans cet ego malsain, comme tu l'exprimes? Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus en paix, plus aligné avec qui je suis vraiment, plus connecté à mes émotions, à mes ressentis, à mon intuition. J'essaie de développer petit à petit les capacités qu'on a tous en tant qu'être humain, mais dont on se coupe par les filtres du mental et de l'ego. J'essaie de me reconnecter un peu plus à mon intuition, aux énergies, à la nature, chose que je faisais pas forcément en vivant en ville et en étant pressé d'occuper mes journées, mes soirées et mes nuits. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je m'occupais à travailler pas mal, à gagner de l'argent, à le montrer, à sortir, à boire des coups, à sortir en soirée, à faire beaucoup de sport, à m'occuper sans cesse, tout le temps des distractions, des divertissements, tout le temps de la musique à la maison, comme si j'avais peur du vide, du silence. Ouais. Donc si c'était à refaire, en tout cas ce Mickaël d'antan, déjà je le prendrais dans mes bras en lui disant t'es quelqu'un de bien. T'as pas encore forcément conscience de tout ce qui t'attend derrière et de tout ce que t'es en train de parcourir, mais continue comme ça, en tout cas t'es sur la bonne voie, si je puis dire. Voilà, et je me sens en paix avec l'homme que j'ai été, parce que je sais que j'ai aussi été aimé pour ça. Quand j'ai rencontré Jade, ma femme, elle a aussi aimé ce Mickaël que je te décris il y a 5-6 ans, mais qui a toujours été un Mickaël, quand même un homme gentil au plus profond de soi, sauf que j'essaie de masquer cette gentillesse par un côté parfois un petit peu pédant, un peu hautain dans ma relation à l'autre. Donc voilà, mais j'ai compris assez rapidement que j'étais quelqu'un de gentil, mais j'avais le sentiment, comme beaucoup d'hommes, que la gentillesse finalement c'était fait pour les faibles, et que c'était pas forcément bien vu auprès du monde, que d'être gentil. Il y avait un côté un peu péjoratif, alors qu'en vrai, je pense qu'on mérite tous d'être gentils et d'avoir des gens gentils autour de soi, parce que c'est ce qui nous apaise, c'est ce qui nous fait du bien, et c'est ce qui nous nourrit de l'intérieur. Voilà. Oui. Ça me connecte au bouquin Trop gentil pour être heureux. Mais il y a gentil et gentil aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on met derrière l'adjectif gentil, effectivement. Gentil, c'est pas tendre la joue pour se faire bas. C'est accepter qui on est, accepter l'autre, essayer d'être disponible, se mettre à la place de l'autre, donc faire preuve d'empathie, de compassion, et de chercher à vouloir le meilleur finalement pour l'autre, tout simplement. Voilà, ne pas se dire j'espère qu'il va échouer parce que s'il échoue, moi je vais réussir. Donc ne plus être dans ce jeu de confrontation, de différence, de séparation entre les humains.
Voilà. Pour Ouais, moi, est-ce que ça me connecte à ça en tant qu'homme, est-ce que on a tellement été, bon, de manière générale, tous les êtres de cette société, j'ai envie de dire, mais quand même, toujours nous plus les hommes, est-ce que t'as eu besoin, ou t'es peut-être même encore dans ces schémas de temps en temps, de cette compétition qui me paraît des fois toujours, en tout cas moi je parle personnellement, encore engrammée en moi, quoi, je vois toujours l'autre homme comme un concurrent, quoi, en permanence. Est-ce que tu as oui. ce ressenti? Donc oui, beaucoup moins aujourd'hui. Beaucoup moins aujourd'hui. Du fait des raisons que je t'ai évoquées précédemment. Mais il y a toujours cet ego, et ça, pour moi, une fois encore, je le raccroche à l'ego. C'est l'ego qui compare, qui juge et qui a tendance à prendre l'autre de haut ou à se voir petit par rapport à d'autres. Je vais te donner un exemple tout particulier. Quand j'étais encore à Paris, et que j'avais fait un petit break avec ma femme pour accueillir notre premier enfant, et partir voyager en Asie. C'était mon deuxième voyage en Asie. Je suis rentré à Paris, je me suis formé au coaching, et je me suis dit, je vais étendre mon réseau, je vais développer mon réseau et mon business à travers LinkedIn, un réseau professionnel qui est connu, mais qu'aujourd'hui j'utilise quasiment plus parce que ça ne correspond plus à ce que je recherche d'un point de vue énergétique et d'un point de vue honnêteté, transparence et des partages que j'ai envie de proposer. Mais à ce moment-là, j'étais dans un état d'esprit de en fait tout le monde est meilleur que moi. Moi, je me lance au coaching, je suis pas reconnu comme tel parce que je me lance tout simplement. Lui, il a créé telle boîte, tel business, il a réussi. Il le montre au monde, donc ça prouve qu'il a réussi. Il a l'air d'être équilibré. Donc oui, j'ai beaucoup eu ce sentiment ce besoin de me comparer à l'autre, qui est un besoin inconscient, qui est encore une fois de plus lié à l'ego, en mode automatique depuis notre enfance. L'école n'aide pas non plus, parce que l'école nous compare les uns les autres, notamment à travers les notes. Quand je me rappelle les profs qui distribuaient les copies de la plus mauvaise note à la meilleure, c'est tout simplement horrible. Ça devient ouais. Voilà, c'est bon. Et donc finalement j'ai compris que j'avais toujours cette partie en moi qui comparait, qui jugeait, qui me jugeait en fait moi-même, qui enviait les autres. On est dans l'envie, dans le jugement, dans la comparaison. Et en fait, on en revient toujours à l'ego, à cet ego un peu malsain, toxique. Donc le fait d'apprendre à l'observer, à m'observer moi-même, j'ai appris aussi à mettre un petit peu ça de côté. Aujourd'hui, ça m'arrive de manière beaucoup plus marginale quand je vais sur Instagram, quand je vois des gens qui ont des milliers de likes, des milliers de followers, etc. Mais je me dis, Rome ne s'est pas faite en 3 jours. Moi, je me suis lancé à mon humble niveau grâce à ma femme il y a 2 ans, parce que j'étais pas du tout réseaux sociaux et encore moins Instagram. Et je suis pas non plus des plus rigoureux. Si on veut vraiment développer un business, une activité dans un secteur, dans un domaine en particulier, il faut y aller à 200% en fait. Il faut vraiment vivre ça et se donner à fond. Moi, par rapport aux retraites et à ce que je propose sur Instagram, ça reste encore très très ponctuel. Quand j'ai une inspiration, une pensée que j'ai envie de partager, je le fais. Et des fois, ça peut être très sporadique. Des fois, ça va être une fois par semaine, mais souvent, ça va être une fois toutes les 3-4 semaines. Donc, c'est normal que ton réseau ne puisse pas s'étoffer de manière exponentielle à ce rythme-là. Donc, j'apprends aussi à faire preuve de patience et à me dire, c'est pas grave. Finalement, j'ai un peu la communauté que je mérite et qui me, et voilà, et que j'attire. Et que finalement, tu vois, les retraites pour hommes, même avec seulement 1500 followers sur Instagram, j'arrive à attirer quand même des hommes en retraite. J'ai la chance aussi d'avoir beaucoup de femmes qui me suivent, et les femmes sont les premières ambassadrices des espaces pour hommes, et c'est chouette. Oui. Mais oui, je veux dire, beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir ce petit truc de l'ego qui me pique en me disant, tiens, regarde l'autre, et le jeu de la comparaison. Mais j'apprends à me mettre en position d'observateur, à analyser, à observer ça, et à me dire, à laisser passer, en fait. Voilà, tout simplement, sans m'y attacher, sans m'identifier à ça. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile à faire, mais par la répétition, par la discipline et le temps, ça finit par fonctionner. Ouais, et étant un méditant, tout comme toi, moi aussi, je suis passé par Vipassana, et puis depuis, je pratique et j'accompagne. Tu dis que tu t'observes, donc j'imagine que cette pratique t'aide énormément dans ce process-là. La méditation.
Ouais. Ouais. Oui, alors c'est vrai que la méditation, je l'ai délaissé ces dernières années. Parce qu'avant, je méditais, je me levais, je mettais le réveil à 4h30, 5h du matin, tous les matins pour méditer. Dans le noir, parce que c'est très important en tout cas d'être vraiment dans l'obscurité pour vraiment être en introspection et éviter d'être dérangé par diverses choses, notamment la lumière. Euh, Au-delà de la méditation, donc là j'ai repris tout récemment, le matin, je me fais une demi-heure, 40 minutes, voilà, dans notre espace en bas dans le chalet. Ça me fait beaucoup de bien, mais je me rends compte que j'ai appris aussi à faire ce travail d'observation dès que je sentais quelque chose, une espèce de début de montée de tempête intérieure ou de quelque chose qui se tramait au niveau du mental, au niveau des pensées. Et en fait, simplement, quand je sens qu'il y a une pensée un peu négative ou polluante, plutôt que de me laisser embarquer par elle, je la lâche en fait. Simplement, je l'observe. Je me dis, ok, j'observe cette pensée. Je constate qu'elle est là, mais j'ai pas envie de la nourrir en fait. J'ai pas envie d'y croire. Parce que la plupart de nos pensées, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc ça fait quand même beaucoup de pensées à observer. Donc l'objectif, c'est de nourrir les pensées positives, en tout cas qui nous font du bien, et les pensées un peu plus négatives, simplement de se mettre en distance par rapport à elles et de se dire, je ne suis pas mes pensées. C'est une pensée, c'est juste le fruit d'une activité cérébrale qui est liée aussi à mon expérience, à mon passé, ou à ce que j'ai vécu tout récemment. Mais c'est une pensée qui est négative, qui est toxique, que j'ai pas envie de nourrir, donc simplement je l'observe et je la laisse passer. Ça peut paraître complexe comme ça, mais en fait, en prenant conscience que finalement on est plus que notre corps physique et plus que notre mental, qu'on est avant tout cette conscience, cette présence qui est capable de prendre de la hauteur et de s'observer comme ça, on se rend compte que finalement on a une infinité de possibilités et qu'on a un potentiel qui est bien plus grand que simplement les bornes et les limites de notre corps physique et de notre mental. Voilà. Après, comme on dit les moldus, pour reprendre l'expression d'Harry Potter, pour les non-initiés, entre guillemets, même si j'aime pas faire de distinction, je peux comprendre que d'un point de vue théorique et d'un point de vue concept mental, ce soit difficile à appliquer. Mais une fois encore, j'encourage quiconque qui a envie de travailler dans cette direction-là, d'expérimenter la méditation, le breathwork holotropique, de se prendre du temps dans des retraites, justement, de se laisser accompagner par des personnes qui ont des choses à partager, qui ont expérimenté et qui peuvent partager des retours d'expérience. Une fois encore, croyance, c'est une chose, l'expérience en est une autre. Et moi, aujourd'hui, je préfère mettre les croyances de côté et de faire place à l'expérience directe, parce que c'est l'expérience qui nous montre vraiment ce qui fonctionne et qui nous fait toucher du bois une certaine forme de réalité. Oui, j'aime toujours distinguer le savoir de la connaissance, qui sont deux choses différentes pour moi. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Je pense que les deux ont leur place, mais la connaissance par l'expérience est importante. Et oui, et de la patience, tout apprentissage, que ce soit la méditation ou d'autres choses, demande du temps. Apprendre une langue, ça se fait pas en un mois. La méditation, c'est pareil. Et tu parles t'as parlé de conscience et t'as parlé de respiration holotropique, et donc d'état de conscience élargi, modifié. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, si on doit reprendre effectivement les fondamentaux, c'est-à-dire en fait on a différents états de conscience. Je vais pas tous les citer parce que déjà je les maîtrise pas tous sur le bout des doigts. Il y en a au moins 5. On pourrait même en citer plus. Mais voilà, disons que là on parle, toi et moi, on est dans un état de conscience normal. On met du mental, on échange, on communique, on a pleinement conscience de ce qu'on dit et de ce qui se passe dans notre échange. L'état de conscience modifié, c'est un état de conscience dans lequel justement on va être dans un état différent de celui d'habitude. Quand je fais du sport à haute intensité, par exemple, quand j'ingère des substances, des psychédéliques, des psychotropes, quand je fais de la respiration holotropique, quand je fais l'amour, par exemple, voilà, quand je prends des drogues, quand je bois de l'alcool, on est dans des états de conscience différents, altérés, modifiés, élargis. Pour revenir sur la respiration holotropique, c'est une technique de respiration qui a été étudiée et proposée globalement par Stanislav Grof aux États-Unis suite à l'interdiction du LSD à but thérapeutique dans les années 70, parce que ça a été interdit par les États-Unis, et donc il a trouvé un moyen de contourner ceci par l'exploration de la conscience
à travers la respiration holotropique, donc qui est une respiration ultra puissante par technique quasi d'hyperventilation et qui, par des effets chimiques et des changements de proportion de gaz dans le sang, nous amène dans un état de conscience élargi, modifié, où on va être amené à finalement à ressentir beaucoup de choses, déjà des sensations, des picotements, des fourmillements, des crispations, la tétanie au niveau du corps physique. Donc ça, c'est travail de libération énergétique. Et après, d'un point de vue plus psychique, on peut avoir des visions, des sentiments d'unité, de paix profonde, de libération émotionnelle. C'est pour ça que généralement dans les breathwork, comme on dit avec Jade, un breathwork, il faut que ce soit le bordel. Il faut que ça respire, il faut que ça hurle, il faut que ça pleure, il faut que ça bouge. C'est pas une fin en soi, mais c'est le travail qui s'opère de cette manière-là à travers la respiration holotropie, ce qu'on appelle plus génériquement le breathwork. Mais le breathwork, c'est simplement exercice de respiration, donc il y en a tout un tas de pratiques, d'exercices. Mais voilà, la respiration holotropique est un exercice qui nous amène dans un état de conscience modifié, élargi, et qui nous permet de nous reconnecter vraiment à nos émotions, à notre corps physique, et à voir finalement à la réalité, à la percevoir la réalité avec un angle beaucoup plus élargi, beaucoup plus grand. En résumé. Bien évidemment, il y a des contre-indications pour celles et ceux qui souhaiteraient pratiquer. Je mets en garde quand même, il y a des contre-indications. Donc je vous invite à regarder sur internet, c'est assez facile de trouver les contre-indications, notamment les problèmes d'épilepsie, les femmes enceintes, les problèmes cardiaques, les traumatismes physiques, des crises, de l'asthme aigu, etc. Tout un tas de contre-indications. Et les bénéfices sont très variés, à la fois sur le corps physique, mais aussi sur les corps plus subtils, au niveau énergétique, au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Reconnexion au cœur, reconnexion à sa nature profonde. Chaque expérience est différente. C'est-à-dire que l'expérience que je vais vivre en respiration holotropique aujourd'hui sera certainement différente de celle que je vais vivre la semaine prochaine. Tout dépend de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai emmagasiné récemment, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai consommé la veille ou le matin. C'est pour ça que j'invite les explorateurs de la conscience intéressés par ce type de pratique. Je les invite à réaliser plusieurs pratiques. Par contre, en étant guidé par des personnes de confiance, accompagné par des personnes de confiance qui sont formées et qui ont pratiqué, qui pratiquent depuis un certain temps. Très important parce que l'accompagnement, les personnes qui accompagnent, c'est elles qui sécurisent le cadre et qui instaurent le climat de confiance qui est nécessaire pour aller dans ce type d'espace. Sans la confiance, impossible de lâcher et impossible de voyager. Oui, je partage. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais j'ai l'impression que ça enlève tous les nuages de cette pratique et que effectivement, d'un coup, ça enlève toutes les peurs, tous les blocages pour accéder à tout un tas de choses, à des certitudes, à chaque fois le soleil revient quand je fais. Mais j'aime bien ta métaphore avec les nuages parce que souvent, quand il fait gris ou nuageux ou il pleut dehors, on a tendance à dire mais le soleil n'est pas là. Mais si, le soleil il est toujours là, en fait, il bouge pas et heureusement qu'il est là. C'est simplement les nuages qui vont et qui viennent, et les nuages sont un peu comme nos pensées, nos émotions, elles finissent par passer. Et effectivement, la respiration holotropique permet de retrouver ce ciel bleu, retrouver cette lumière intérieure, par l'image du soleil justement. Comme on le dit souvent avant les breathwork, les sessions de breathwork, on vient réactiver notre pouvoir créateur, parce qu'on est créateur de notre propre vie. Il y a personne qui peut faire le boulot à notre place. On peut toujours trouver des bourreaux ou des victimes autour de nous, mais nous sommes les principaux créateurs de notre existence. Tout ce que l'on vit à chaque instant, c'est le fruit de nos actions. C'est l'histoire du karma, le fameux karma. Et j'aime bien dire qu'on vient aussi activer le guérisseur intérieur, parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où effectivement il y a beaucoup de praticiens, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants, de coachs. Moi-même, je fais du coaching aussi. Et beaucoup de personnes en mal-être ont tendance à finalement léguer, confier leur bien-être, leur guérison à des personnes extérieures, alors que les personnes extérieures sont là pour proposer un cadre. Mais le travail, il doit se faire avant tout par soi-même. Et donc, avec la respiration holotropique, on vient se reconnecter à ce pouvoir d'auto-guérison qu'on a. Voilà. Merci pour cette précision. Et sur ce chemin de connaissance de soi, tu es devenu papa
Alors, ça t'a fait quoi? Qu'est-ce qui est venu se révéler? Qu'est-ce qui est venu participer, j'imagine, à mieux te connaître? Oh que oui, la paternité, la parentalité, c'est tout un grand mystère aussi, un sacré enseignement. C'est pas le boulot facile, mais je pense que c'est un des plus puissants enseignements qu'on puisse expérimenter. Avant, je pensais que faire une vie sans avoir d'enfant, c'était comme échouer un petit peu une partie de sa vie. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je comprends et j'encourage, en tout cas les personnes qui ne se sentent pas disponibles à avoir des enfants, à s'écouter et à vivre simplement pour eux. Et je trouve ça beau. Des fois, avec ma femme Jade, on se dit, bon, si nos âmes se retrouvent dans une prochaine vie, on fera une vie sans enfants juste pour kiffer tous les deux. Les enfants est très, très prenant. C'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Mais oui, ça contribue énormément à la connaissance, à l'approfondissement de la connaissance de soi. Parce que du coup, il y a un effet miroir. Les enfants nous renvoient aussi à nos propres limites, notamment d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue vision de la vie, d'un point de vue légèreté, d'un point de vue ludique aussi. On a tendance, en étant adulte, à prendre la vie trop au sérieux et à en oublier que finalement la vie, c'est un peu comme une grande aire de jeu. On est tous là pour apprendre des choses, pour vivre des choses, pour partager des choses. Et les enfants nous le démontrent suffisamment bien. Il suffit d'aller dans des jardins d'enfants quand je vois les enfants jouer entre eux et que je regarde à contrario le contraste avec les parents. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en grandissant chez l'être humain adulte pour qu'il se fasse autant chier, là où les enfants continuent vraiment, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Quand je vois des parents, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut rester tellement sérieux, porter toute cette tristesse, toute cette souffrance, sans chercher à vouloir s'en libérer? Je ne juge pas, bien évidemment, qui que ce soit. Je fais simplement un constat objectif que il faille s'inspirer davantage des enfants. D'où l'importance de se reconnecter à son enfant intérieur. Et moi, Sacha et Andrea, nos deux garçons, nous renvoient à ça sans cesse. La légèreté de la vie, l'expression libre des émotions telles qu'elles nous traversent. Ne pas chercher à jouer de masque, à faire semblant, ne pas se soucier forcément de l'image de l'autre, de soucier du regard de l'autre, pardon, même si Sacha, il va avoir 6 ans, ça commence se soucier du regard de l'autre, ce qui est normal, ça fait partie aussi de la construction. Donc voilà, ça me renvoie à beaucoup de légèreté. Et puis surtout, comme je dis souvent, quand je vois le nombre de bisous et de câlins que je fais à mes enfants, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir autant d'amour en soi à partager autant de soi? Et c'est là qu'on se rend compte en fait que l'amour que l'on a en soi, il est juste infini en fait. C'est sans fin, comme l'univers. Avant, quand je me projetais avec des enfants, je me disais, mais comment c'est possible de donner autant d'amour à tous les enfants? En fait, c'est parce que c'est en quantité illimitée, tout simplement. Illimitée. Ouais. Donc voilà, quoi, ça me fait prendre conscience. À quoi ça m'a fait prendre conscience? J'ai encore beaucoup de travail, parce que Sacha a un tempérament très très proche du mien. Il est le même signe astrologique que moi, le même ascendant que moi, le même signe chinois que moi, vraiment tout pareil. Un petit toi. J'ai mon mini moi. Et du coup, il me renvoie à beaucoup de choses, notamment au niveau de la colère, au niveau du lâcher prise, du besoin de contrôle que j'ai en partie hérité d'un de mes parents. Mais du coup, il m'aide aussi, il me fait cheminer à un peu plus de lâcher prise, un peu plus de légèreté, et ça me fait beaucoup de bien. Même si au quotidien, c'est pas tous les jours facile, parce qu'on n'est pas tous les jours disponible à tout moment pour avoir cette vision un petit peu philosophique et spirituelle de ce que peut nous apporter un enfant. Un enfant peut aussi nous apporter tout simplement des emmerdes. Ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et des bas, comme en couple, comme dans le boulot. Mais voilà, ce qui compte, c'est de rester connecté à cet amour et apprendre à demander pardon si on a fait du mal, si on a parlé trop fort, si on s'est mis en colère, à pardonner aussi. Voilà, c'est important et c'est ça que je cherche à nourrir par-dessus tout avec ma femme vis-à-vis des enfants. Sacré challenge. Ouais, comment t'arrives à... Ouais, j'imagine. Comment t'arrives à trouver cet équilibre entre donner un cadre sans être trop restrictif? Le lâcher prise, tout simplement, le laisser être l'autre, chercher à le conformer à mon image en fait, puisque mes enfants, j'ai beaucoup voulu, je pense comme beaucoup de parents, les conditionner, les formater à notre image, à l'éducation notamment qu'on a eu de nos parents. Sauf que nos parents, comme beaucoup d'êtres humains, ont fait des erreurs. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'on leur avait transmis.
mais comme tout être humain, ils ont fait des erreurs dans leur transmission. Et donc l'idée, c'est de pouvoir ne pas répéter, de transmettre ce que j'ai hérité de bien et d'essayer d'atténuer finalement tous les schémas négatifs que j'ai pu hériter de mes ancêtres, de l'ensemble de mes ancêtres. Donc voilà, en laissant être, en lâchant prise moi-même, en me disant finalement c'est pas grave. Il fait tomber quelque chose, il casse quelque chose. Je me serais peut-être mis en colère, plutôt que de me mettre en colère, j'observe cette tempête intérieure, mais je laisse passer et je dis c'est pas grave. Et j'ai ma femme aussi, je demande à ma femme de m'aider à me tempérer notamment et réciproquement. Quand on sent que ça monte chez l'autre, automatiquement aller voir l'autre en disant c'est pas grave, je vais m'en occuper. On va nettoyer. Il a sali son pantalon, son t-shirt, c'est pas grave. Les enfants sont pas là pour rester propres et tout faire parfaitement comme des robots toute leur vie en fait. Ça fait partie de l'enfance. Donc voilà, c'est pas facile tous les jours, mais en se le répétant, en se faisant la promesse aussi avec sa femme ou avec son mari, avec son compagnon, de se faire la promesse là on a fait un pacte avec Jade il y a 2-3 jours et je m'arrêterai là-dessus. On s'est promis de lâcher prise avec Sacha et de le laisser tranquille. S'il n'a pas envie de se laver les dents un soir, plutôt que d'en arriver aux pleurs, à des fâcheries, on le laisse, c'est pas grave. On lui explique les conséquences, les risques potentiels à ne pas se laver les dents, par exemple. Mais on s'est fait cette promesse de lâcher prise et d'éviter de se mettre en colère, de plus mettre de fessées, par exemple. Parce qu'à un moment donné, quand t'es poussé dans tes retranchements, que t'as plus aucun recours et que tu dis finalement, seul l'amour et la patience et la douceur ne fonctionnent pas, à un moment donné, quand il y en a un qui te pousse dans les retranchements, des fois, comme beaucoup de parents, tu as bien à mettre des fessées. C'est bien, c'est pas bien. Là n'est pas le sujet. Chacun fait du mieux qu'il peut, mais en tout cas, voilà, on a fait ce pacte-là et on va faire en sorte de s'y tenir, voilà, pour essayer de simplement de laisser les choses telles qu'elles sont et en évitant d'être dans le côté dramatique finalement de choses qui ne le sont pas du tout, quoi. Tout à l'heure, tu parlais d'enfant intérieur. Moi, j'ai une de mes formatrices qui a un discours que j'aime bien où elle dit finalement notre enfant intérieur il est beaucoup plus âgé que notre adulte et j'aime bien cette vision là de me dire en fait mon enfant il est là depuis beaucoup plus longtemps que mon adulte et donc du coup il dit de certaine façon il est peut-être plus mature finalement si je me reconnecte à lui et d'une certaine façon en tout cas il sait peut-être plus de choses. En tout cas toi, comment tu viens nourrir cet enfant intérieur, comment tu le laisses être là, exister? Par l'exercice de respiration que je peux faire moi-même, ma propre pratique au niveau du breathwork, quand je libère au niveau émotionnel notamment qu'il y a des pleurs qui se font, des larmes qui coulent, je m'autorise tout simplement, et je me dis intérieurement, je me visualise petit, mon moi enfant intérieur, je le visualise et je lui demande pardon, je lui dis que je l'aime, je le prends dans mes bras. Ça peut sembler bizarre peut-être pour beaucoup de gens, mais à la limite c'est pas grave. Ce qui compte c'est que savoir qu'est-ce qui nous nourrit à l'intérieur. Forcément le reflet, le partage avec mes enfants, avec nos enfants, ça me nourrit. Quand je joue à un jeu, que ce soit dehors ou que je joue au Lego ou à des jeux de société avec Sacha ou des puzzles, là je laisse aussi s'exprimer mon enfant intérieur. Pareil avec Andrea qui a 7 mois, à faire beaucoup de bisous, à prendre des voix pas possibles, à monter dans le grave comme dans l'aigu. Là je pense que c'est aussi le côté enfantin qui ressort. Et puis m'autoriser à danser tout seul devant un miroir en mettant de la musique à fond. Voilà des choses que font je pense beaucoup d'enfants, mais qu'une fois à l'âge adulte arrivé, qu'ils ne s'autorisent plus à faire. Donc voilà, c'est tout simplement s'autoriser de plus en plus à faire des choses sans me soucier du regard des autres. Et pour terminer, j'ai un exemple là qui me traverse, c'est pas par hasard, c'est la musique aussi. Typiquement, je me suis mis à la guitare il y a 2 ans avec Jade. Jade a été très très motrice sur beaucoup d'initiatives mises en place ces dernières années, parce qu'elle du coup elle a beaucoup moins cet ego toxique que moi je peux avoir en tant qu'homme, à se dire 40 ans, qu'est-ce que tu vas faire de la guitare, tu vas prendre trop de temps à en jouer devant les autres encore moins, ils vont se moquer de toi.
Chanter, alors là je t'en parle pas. Aujourd'hui, je m'autorise à faire des cercles de chant pendant les retraites, à prendre la guitare et à chanter seul ou avec ma femme. Et ça, je me serais pas autorisé à le faire il y a quelques années. Donc je pense que c'est aussi le côté enfant intérieur. Quand tu vois un enfant qui joue au milieu des adultes, s'en fout du regard des adultes en fait. Il s'en fout juste, il se sent libre. Et donc c'est ce sentiment de liberté que je retrouve petit à petit. T'as parlé de pleurs, de s'autoriser. Moi, je sais que tu vois, c'est un chemin sur lequel je suis encore. Tu vois, ne serait-ce qu'hier soir, ça m'a pris de la tristesse qui m'est venue et j'ai senti cette tristesse dans mon corps et les larmes, elles ont encore du mal à sortir chez moi dans certaines situations. Ouais, pour toi, ça a été comment ce chemin-là de ce côté et comment t'es aujourd'hui avec cette autorisation, avec ces ressentis? Le chemin a été tortueux, sinueux, comme je pense beaucoup d'hommes pour s'autoriser à ça, à pleurer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je m'autorise à pleurer et ça m'arrive fréquemment de pleurer sans savoir pourquoi. Autant avant, j'essayais de comprendre, de mentaliser, de dire mais quelle émotion est rattachée aux pleurs. Finalement, je me dis mais je m'en fiche en fait. Le travail de nettoyage, de guérison, de libération se fait naturellement par les pleurs. Notamment quand, par exemple, le matin, je médite et que je commence à mettre du mouvement dans mon corps pour préparer mes salutations au soleil avant mon yoga, pour le yoga. Je mets de la musique, je mets généralement des mantras ou des chants médecine, des musiques qui parlent à l'âme, qui parlent d'amour, de guérison, de nature, etc. Et il y a souvent des musiques qui me parlent particulièrement, qui parlent à mon âme et qui me mettent, qui font tout de suite couler les larmes, automatiquement. Et là où à l'époque j'aurais peut-être réfréné ça, aujourd'hui je savoure et je dis merci. Je remercie. Je remercie mon corps, je remercie ma conscience, je remercie la musique, je remercie la vie de me permettre de ressentir ça parce que c'est tellement bon, c'est tellement fort et que je pense qu'il faut apprendre à faire la paix avec toutes les émotions quelles qu'elles soient, apprendre à les observer, à faire la paix, à les écouter, à les prendre un peu comme ça, comme une amie et dire vas-y raconte-moi un peu ce que t'as à dire. Je t'écoute, je suis là, sans s'identifier à elle. La tristesse, on en a, on a tous, je pense, de la souffrance, des choses du passé, de la tristesse, des blessures, de l'abandon, du rejet, la trahison, etc. Ce qui compte, c'est de ne pas s'identifier à tout ça, c'est de dire que ça fait partie de l'expérience humaine, mais de savoir qu'est-ce que je vais en faire de tout ça, finalement. Et donc, les larmes, quand elles viennent, je m'autorise simplement et je dis merci. Un grand merci. Et je me regarde même dans le miroir. Je vais dans le miroir, face à moi-même et je me regarde pleurer. Et je me dis merci. Je me dis, c'est beau. Je m'autorise à dire tu es beau. Pas simplement l'enveloppe charnelle, corporelle. Tu es beau, tu es un être, tu es quelqu'un de bien. Tu as une belle âme. Voilà. Ça peut paraître présomptueux ou quoi que ce soit, mais ça, à la limite, je m'en fous. Je sais que ça me fait du bien. Voilà. De se regarder dans le miroir et de se dire, ouais, je suis quelqu'un de bien, je me remercie pour le parcours réalisé. Il y a toujours une petite gêne, quand même, une part de moi, toujours cet ego. Qui vient ne reste pas trop longtemps. Ouais, ne reste pas trop longtemps. Regarde telle partie de ton corps, regarde là, il te manque des cheveux, regarde là, ça va. Mais j'apprends aussi à faire preuve, voilà, à me mettre en position d'observateur par rapport à ça. Voilà, c'est un grand pas à réaliser, parce qu'il y a 5 ans, j'aurais clairement pas fait ça, mais il y a même 3 ans, je me serais pas autorisé. Et ça, c'est un exercice que je propose justement aux retraites pour hommes. Je spoil un petit peu, mais voilà, je les fais se mettre à tour de rôle. Le groupe est assis en tailleur par terre, et puis à tour de rôle, chacun se lève pour aller face au miroir. C'est un grand miroir d'un mètre 80, 1m90. Et je leur demande qu'est-ce que vous inspire la personne que vous avez en face de vous, là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et là, généralement, les gorges sont nouées. Il y a au moins 2-3 minutes avant que les mots commencent à sortir. C'est dire tout ce qu'on a accumulé comme blocage, comme pensée négative, comme croyance limitante à l'égard de sa propre personne. Et c'est vrai que s'autoriser à dire je t'aime, tu es beau, t'es quelqu'un de bien, ça sort rarement. Très rarement. Voilà, ça arrive petit à petit, mais quand c'est les premières fois, c'est difficile parce qu'il y a des décennies d'arriérés, de modes de fonctionnement que d'un coup briser la glace, d'un seul, très compliqué et je comprends. Mais je pense que l'exercice les aide aussi à prendre conscience de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils s'autorisent pas encore. Mais petit à petit, avec la confiance, la patience,
un jour peut-être ça viendra. Oui, pas simple quand c'est ancré depuis un bon petit moment. Justement, toi, c'est quoi un peu la dernière grande prise de conscience d'un comportement bien ancré que tu avais, qui t'est venu? Je vais reprendre l'exemple de la retraite pour hommes. La retraite pour hommes, c'est souvent compliqué de faire venir des hommes. En tout cas, ça se fait souvent à la dernière minute. La dernière retraite, était complète, il y avait 8 hommes. Là, aujourd'hui, j'en ai 4. Mais il y a une semaine encore, j'en avais que 2. Il y a 2 semaines, j'en avais qu'un. Je me suis dit, bon, à moins un mois et demi de l'échéance, ça me paraît compliqué. Et donc, du coup, je me disais, bon, si je dois annuler, c'est pas grave, même si ça fait mal à l'ego en moi d'annoncer que la retraite est décalée parce qu'il n'y a pas assez de participants. J'accepte, ça fait partie du processus et c'est pas un échec en soi. Et je me répétais à côté, et Jeanne me disait aussi, tu le sais, confiance. Sois confiant, la patience, tu vas voir, dans les semaines qui viennent, au dernier moment, les hommes font souvent les choses à la dernière minute. Je peux pas leur en vouloir parce que je fais les choses souvent à la dernière minute. Et donc je me répète, et ça, je pense que ça nécessite un ancrage aussi, de se répéter la confiance. Ce que tu fais, c'est bien, c'est juste. Tu accompagnes les hommes qui viennent te voir avec le cœur, avec une belle justesse, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les hommes qui peuvent en témoigner. Même si moi j'en prends conscience, je sais que ce que je fais, je le fais bien, et je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est important de reconnaître là où on est bon. Je pourrais dire aussi des choses là où je suis moins bon, mais je préfère qu'on s'attarde sur les choses où on est bon, parce que c'est ça qu'il faut chercher à développer. Donc voilà, donc je pense que ça donne un bon ancrage, une bonne prise de conscience, avoir la tête sur les épaules, que de se dire, je sais qu'avec le temps, la situation va se débloquer, il y a des hommes, il y a des âmes qui sont en chemin et qui vont venir toquer à ta porte. Donc sois patient. À chaque fois, c'est pareil. Il y a une partie de moi qui stresse, qui me dit je vais devoir annuler. Et à chaque fois, les toutes dernières semaines, il y a des hommes qui s'inscrivent, ce qui me permet de confirmer la retraite. Après, il y a 5 hommes ou s'il y a 8 hommes, peu importe, l'essentiel, c'est pour moi de pouvoir continuer à proposer ces espaces-là. Et chaque homme qui vient en retraite pour hommes, que ce soit avec moi ou avec d'autres, pour moi, c'est un homme qui grandit, qui chemine et qui nous aide aussi nous-mêmes à cheminer. Parce que on n'est pas simplement là pour accompagner. On est aussi partie prenante et on chemine aussi auprès de ces hommes-là. Et je le dis, je le dis à chaque fois, c'est important de pas tomber dans les travers de l'ego spirituel, de moi je sais, donc je vais vous apprendre. Non. Si on se met au même niveau, on est simplement 5, 6, 7, 8 hommes qui cheminons ensemble. Voilà, donc main dans la main, et c'est ça que je trouve très beau. Donc je pense que tout ça, pour répondre à ta question, ça demande un ancrage et d'avoir un niveau de conscience suffisamment abouti pour savoir que ce qu'on propose est juste, et savoir rester dans la confiance en permanence le plus possible. Humilité, j'entends. Merci pour ce partage. On arrive à la fin de cet échange. Petite tradition de laisser un espace pour mon invité d'exprimer une pensée, un mot, une réflexion, une anecdote. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager pour terminer? Bon. Des pensées, j'en partage beaucoup notamment sur Instagram. Là, j'ai pas préparé, j'ai pas d'anti-sèche. Une Qu'est-ce anecdote. Qui te vient comme ça? Qu'est-ce qui me viendrait comme ça? Par rapport au forum, il y a une citation d'André Malraux qui dit la vérité d'un homme, c'est ce qu'il cache. Et je trouvais ça extrêmement beau pour rester dans la thématique des retraites pour hommes. Je pense que c'est éloquent, hein, ça parle. La vérité d'un homme, c'est ce qu'il cache. Voilà, il y a ce qu'un homme montre au monde, dans le travail, dans la relation sociale, peut-être sa femme, et il y a ce qu'il cache. Et c'est là que finalement, c'est là que tout se joue pour lui. Et souvent, si un homme cache ces choses-là, c'est qu'il est pas à l'aise avec ce qu'il est, et c'est que forcément il en parle pas autour de lui. Et s'il en parle pas, les risques, c'est qu'à un moment donné, tomber dans des situations de dépression, d'anxiété, de crise d'angoisse, de maladie. Donc j'invite vraiment tous les hommes, parce que là on parle des hommes, mais aussi des femmes, hein, bien évidemment, mais là ça concerne les hommes,
à tous les hommes qui ressentent un besoin urgent de partager ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont d'un point de vue émotionnel, au niveau des traumatismes, au niveau des blocages, que ce soit même des envies parfois peut-être suicidaires, à parler autour d'eux le plus possible. Un ami, un proche de la famille, ou même un thérapeute. Mais c'est important, ne serait-ce qu'en libérant la parole, on commence déjà ce cheminement-là. Et pour moi, c'est extrêmement précieux. Voilà. Et donc, ne pas se fier aux apparences. Et ça vaut pour les hommes et les femmes. Ne pas se fier aux apparences des gens qu'on croise. Savoir qu'on traverse tous l'enfer d'une certaine manière, chacun à son niveau, mais qu'on le montre pas forcément. Donc, essayer de ne pas juger l'autre et d'essayer de se mettre à la place en disant, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être qu'il s'est fait larguer par sa femme, peut-être que il vient de perdre son enfant ou qu'il a une maladie grave. Donc, ne pas prendre personnellement forcément des choses qui ne le sont pas, notamment des discussions, au gré de discussions, de critiques, de jugements, et de se dire, peut-être que, l'autre cache quelque chose que je ne connais pas. Donc, moi aussi j'ai des choses à cacher. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes qui ressentent le besoin de partager des choses trop lourdes à porter pour elles seules, les partager autour d'elles. Vraiment, c'est très très précieux. J'ai le cas d'un ami comme ça avec qui j'ai renoué contact, qui avait coupé les ponts avec tous ses potes et sa famille depuis 6 ans. Il a renoué contact, il m'a recontacté il y a quelques mois et en fait, il m'a révélé que il s'était renfermé sur lui-même parce qu'il était tombé dans un schéma hyper toxique où il a eu des problèmes de relations, des problèmes d'argent, des problèmes d'ordre physique, même avec des gens qui s'en étaient pris à lui, l'avaient menacé et il gardait tout pour lui, il n'en parlait même pas à sa femme au boulot. Et quand j'ai appris ça, j'ai compris que finalement, moi, pendant ces années-là, on en parlait avec nos autres potes et je disais, Laurent, il s'appelle. Laurent, il s'est complètement coupé. Il est dans un délire. On sait pas ce qu'il fait. Il nous parle plus. Complètement à la ramasse. Voilà. Toujours à juger sans savoir forcément ce qu'il y a derrière. Et quand il m'a parlé de ça, finalement, j'ai compris mais il avait traversé l'enfer et qu'il avait osé en parler à personne. Donc voilà. La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il cache. Mais je m'arrêterai là-dessus. Merci pour ces mots. Ouais, ça me touche ce que tu partages et ça me connecte à ce combattant d'Ultimate Combat là qui avait eu ce discours. Je m'en souviens plus de son nom prénom. C'était un Anglais ou un Irlandais qui avait eu ce témoignage très fort il avait perdu un de ses amis 2-3 jours avant, qui s'était suicidé. Il était là, mais les mecs, parlez quoi. Parlez quand vous êtes pas bien. Dites-le, vous avez le droit, quoi. Moi, j'ai vu, je sais pas si on parle du même, mais c'est un athlète de MMA, non? C'était pas l'UFC? Ouais, de MMA, ouais. Et... On a la même, je disais, on a la même référence, la même image de cet homme, effectivement, c'est assez parlant. Merci pour ton témoignage, Michael. Petit instant promo parce que ça fait partie du jeu. Ta retraite, la prochaine, c'est quand? C'est quoi? Quelle heure? La prochaine retraite pour hommes, c'est du 11 au 13 avril, chez nous. Avril? Casamija, à 1 heure de Tarbes. Donc, accessible avec aéroport et gare pas loin de chez nous. Du 11 au 13 octobre, donc du vendredi 11 au dimanche 13 octobre, c'est sur 48 heures. Dans l'Haute-Pyrénées, il reste encore 3 places pour des hommes qui voudraient venir à la toute dernière minute. Ils seront bien évidemment les bienvenus. Et sinon, mon compte Instagram, c'est pour plus d'infos, c'est michael.éveil sur Instagram. Oui, je M-I-C-K. Les différents liens dans la description de ce podcast. Et bien, écoute, je te souhaite de continuer de proposer ces espaces-là. Merci d'œuvrer. Et puis en tout cas, au plaisir peut-être de se croiser dans ce genre d'espace, effectivement, nous deux. Merci à toi, Loïc, en tout cas, de proposer d'ouvrir, de laisser la parole à ces personnes qui peuvent apporter au plus grand nombre de personnes, en tout cas, qui nous écouteront. Proposer des espaces comme ceci, c'est extrêmement précieux. Et puis, merci pour ta confiance. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager tout ça avec toi. Je l'ai fait avec le cœur, sans aucun filtre, et ça fait beaucoup de bien. Donc, merci à toi. Plaisir partagé. À bientôt, Mia. À bientôt, Loïc. Ciao, ciao. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.